Bonjour. First of all, I would like to thank Tout d'abord, je voudrais remercier la Fondation Dr Julien et surtout les organisateurs pour m'avoir donné cette occasion d'être parmi vous et partager avec vous comment en fait augmenter la qualité de vie chez les enfants. Tout d'abord, juste en regardant autour de la salle, je me disais, bon, en fait, j'étais très surpris quand je regardais le programme et j'ai vu que ma présentation va être partagée avec une présentation sur les droits par rapport à la santé des enfants. Et puis, je pensais à notre domaine de recherche. On essaie de donner une voix aux enfants, en fait. Donc, tout d'abord, je veux essayer de définir la qualité de vie liée à la santé, essayer d'explorer ce concept et comment on peut développer cet instrument pour le mesurer, comment est-ce qu'on peut sélectionner ce genre d'instrument et comment on peut mesurer et interpréter les résultats. Et je vais donner un exemple, un instrument qui s'appelle KidScreen pour le dépistage des enfants. Et puis, comment évaluer les inégalités sociales dans la santé des enfants en utilisant cette façon de mesurer les résultats et comment on peut évaluer l'impact de ces interventions au niveau social avec quelques exemples. Et puis, il y aura des remarques et des conclusions. Donc, pour commencer, du point de vue des concepts, la qualité de vie liée à la santé, en fait, c'est la santé qui est perçue d'une façon subjective. Suivant la définition de l'Organisation mondiale de la santé, c'est une construction avec plusieurs dimensions qui inclut le bien-être et la fonction, ou comment la personne se fonctionne comme perçue par les individus eux-mêmes. Ça, c'est très important. Il faut savoir ça d'avance. Et on applique ce genre de concept dans plein de domaines pour faire une évaluation de la qualité de vie liée à la santé, pour décrire le bien-être de la population générale et aussi les groupes qui ont été définis comme des groupes à risque dans la recherche clinique, pour lier des interventions à ce genre de concept et aussi dans la pratique clinique et aussi avec la science économique liée à la santé. On l'utilise pour faire des comparaisons entre des coûts des traitements différents pour essayer de décider comment allouer des ressources. Il y a plusieurs instruments qui sont disponibles pour les adultes, mais il y a moins d'instruments disponibles pour les enfants pour mesurer ce genre de choses. Je voudrais vous informer tout de suite que l'évaluation dans le domaine de la pédiatrie est différente de ce qui se passe avec les adultes. Il faut inclure plusieurs aspects, tels que le fonctionnement de la famille, les relations avec des pairs, les facteurs liés à la communauté. Et tous ces facteurs vont contribuer à la qualité de vie liée à la santé et vont en fait atténuer l'impact de la maladie et l'incidence sur le traitement des enfants et leur santé. Il y a plus qu'une centaine d'instruments qui ont été développés, qui sont des instruments normalisés pour évaluer la qualité de vie liée à la santé chez les enfants. Et si on regarde le contenu et la dimension des items ici, on donne en fait 9 instruments sur la graphique et on regarde le contenu en termes des aspects sociaux et physiques et psychologiques. Et on peut voir qu'il y a beaucoup de variabilité en termes des proportions des points qui sont inclus dans ces dimensions liées à la santé par rapport à la définition globale. Un aspect qui est important du point de vue méthodologique, qui est différent de ce qu'on fait avec l'évaluation des adultes, c'est en fait l'âge à partir de laquelle les enfants puissent vraiment bien répondre à un questionnaire avec une certaine validité. Ici, on voit un exemple qui est tiré d'une étude où on a
défini un profil de la santé des enfants qui vient des États-Unis d'il y a 10 ans, plus que 10 ans. Ils ont fait des entrevues avec plus qu'une centaine d'enfants pour essayer de voir si les enfants comprennent des concepts un peu abstraits pour voir s'ils vont être inclus dans l'instrument ou pas. Les entrevues ont été faites avec les enfants entre 5 et 11 ans. Et en fait, ce genre de questionnaire, c'est pour les enfants de 6 à 11 enfants. Et en fait, quand ils ont fait ce genre d'entrevue avec les enfants de 5 ans, les enfants ne pouvaient pas saisir des concepts abstraits tels que ceux qui étaient héréditaires. À 6 ans, ils pouvaient commencer à répondre et comprendre certains des concepts, et à partir de 8 ans, ils ont pu répondre à tous les questionnaires qui avaient des concepts abstraits liés à la santé, sans des problèmes, sans avoir un biais par rapport à la mémoire. Et c'était aussi valide que tout autre instrument, en fait. Si on regarde les règles pratiques maintenant, si on examine des instruments différents et les âges qui sont couverts à partir de 6 ans, on peut commencer à utiliser un questionnaire avec l'aide de quelqu'un qui va faire l'entrevue. Et un questionnaire d'auto-évaluation peut être utilisé à partir de 8 ans. On sait que le développement cognitif varie fort. C'est difficile à dire, ça se passe à tel et tel âge. Mais on peut recommander qu'avant de faire un questionnaire, il faut en fait évaluer le développement de l'enfant quand l'enfant a à peu près 8 ans et les autres âges que je viens de mentionner pour les questionnaires. Et la prochaine question, c'est comment mesurer la qualité de vie liée à la santé chez les enfants qui ont moins que 6 ans. Là, en fait, on utilise des résultats qui ont été signalés par des observateurs. Mais il faut vraiment bien surveiller le contenu. Il y a des guides qui existent par rapport à comment on peut développer ce genre de rapport de signalisation des observateurs. Et dans le rapport, il faut seulement inclure des aspects ou les comportements qui peuvent être observés et qu'on peut reproduire et qu'on peut administrer d'une façon normalisée. Par exemple, les observateurs ne peuvent pas d'une façon valide évaluer l'intensité de douleur chez des jeunes enfants, mais ils peuvent évaluer en fait certaines formes de comportement qui pourraient être causées par la douleur. Dans cet exemple ici, on peut voir le processus de développement d'un instrument normalisé pour évaluer la nausée chez les enfants plus jeunes. Et cet instrument doit être normalisé d'une façon fiable et valable, tout comme on fera avec les mesures où il y a de l'auto-évaluation. Donc, comment est-ce qu'on peut sélectionner ce genre d'instrument et comment est-ce qu'on peut interpréter les résultats? Une façon simple de procéder, c'est de d'abord examiner l'objectif principal de l'étude, ou pourquoi on essaie de mesurer la qualité de vie liée à la santé chez les enfants. Une chose importante, c'est l'instrument sélectionné doit en fait correspondre aux résultats souhaités par rapport à cet instrument. Une autre question à examiner, c'est que certaines dimensions de l'instrument doivent être pertinentes pour l'étude proposée. Et il faut voir si c'est disponible pour l'âge qu'on veut examiner ou la gamme d'âge, la fourchette d'âge qu'on veut examiner. Quand on fait la sélection de l'instrument, il faut regarder les caractéristiques de mesure incluses dans cet instrument. Ici, il y a un résumé de toutes les caractéristiques qu'il faut inclure dans les instruments, suivant les recommandations du comité scientifique de la Fondation pour les résultats médicaux. D'abord, il faut avoir un modèle de mesure avec des concepts, comme j'ai déjà mentionné. Puis il y a la question de la fiabilité,
la validité et puis la réactivité, ça c'est important aussi. Si on parle d'essayer d'évaluer les changements qui se déroulent grâce à une intervention, l'instrument doit être sensible à ces changements dans la santé. Si on veut juste évaluer une intervention, et puis, il y a la question du fardeau administratif et aussi pour ceux qui doivent répondre, puis d'autres formes alternatives. Et puis, il faut faire les adaptations nécessaires au niveau linguistique et culturel. Ça dépend de quelle population on veut analyser. Maintenant, un des instruments qui est utilisé à travers le monde s'appelle KidScreen. Le dépistage des enfants s'était développé simultanément dans 13 pays européens avec les théories psychométriques classiques et modernes. Il y a plusieurs instruments qui émanent de KidScreen. Je ne sais pas si vous pouvez le voir sur l'écran, mais il y a 3 versions principales par rapport à l'auto-évaluation et aussi les versions où c'est les parents qui répondent et qui font les signalements. La plus longue version a 10 dimensions et 52 items, et puis la version intermédiaire pour être utilisée dans les pratiques cliniques, il y a 5 dimensions. Et en fait, on ne couvre pas l'intimidation et l'acceptance sociale qui est dans la version plus longue. Et puis, il y a un indice qui est KidScreen 10. Ça, c'est un indice qui inclut toutes les dimensions et qui essaie de capter toutes les dimensions qu'on a dans le KidScreen 27. La plupart des instruments, la majorité des instruments psychométriques ont un système de notation qui va de 0 à 100. Ici, on peut voir la distribution, en fait, hypothétique de ce qu'on trouve dans la population étudiée. Et dans ce cas-ci, on a cette échelle de 0 à 100, et si on a un score plus élevé, ça veut dire qu'on est en meilleure santé. Mais en tout cas, si on ne connaît rien par rapport au psychométrique, un score tout seul, ça communique rien. Si ce n'est pas placé dans un contexte, par exemple, où on fait une comparaison avec les enfants avec le même sexe et le même âge et un sexe similaire dans cette population, on fait des comparaisons. Donc, une amélioration possible, je pense. Ici, je parle de mon expérience avec KidScreen. Si KidScreen en fait, établit une population représentative qui couvre 13 pays de l'Europe avec plus que 22 000 enfants et adolescents. On a fait une collecte des valeurs pour cette population de référence. Donc, on a normalisé des scores en moyenne de 50 et avec un écart type de 10. Si on fait ça, on peut faire une bonne comparaison entre la population à étudier avec cette population de référence. Et si le score est plus élevé que 50, c'est meilleur que la population moyenne. Et si c'est plus bas que 50, en fait, c'est une situation qui est pire que la population générale. Et d'après plusieurs études sur ce genre de concept, on accepte en général quand c'est un écart type de 0,2 plus bas, c'est là où on a une différence minimale qu'on peut détecter de façon clinique. Et c'est 0,5, l'écart type, c'est une différence modérée. 0,8 comme écart type, c'est quand on trouve une très grande différence. Maintenant, je vais parler des exemples pour voir comment on peut évaluer les inégalités chez les enfants par rapport à leur santé. Ceci est une très bonne étude qui a été faite par Barbara Starfield. Et ça présentait un profil sur la santé de l'enfant. Et c'était l'édition qui est sortie pour les adolescents par rapport à leur classe sociale. Il y avait le meilleur profil et le profil le plus bas. Et on peut voir la différence entre les classes différentes. La classe avantagée et défavorisée. Et on peut voir une pente qui trace les différences. Et on avait
0,72 et 0,88 qui était en fait le rapport de cote. Donc, c'est assez facile à utiliser le Kidscreen. Comme j'ai expliqué, si on regarde la population moyenne, un score de 50 avec l'échantillon en Espagne, où on a appliqué en fait l'échelle pour l'aisance familiale qui examine le revenu familial dans 3 catégories ici. On peut voir ici aussi une pente où on peut voir les familles les plus riches ont des scores plus élevés pour pratiquement toutes les dimensions qui sont couvertes dans cet instrument de dépistage. Et puis, il y avait des différences plus élevées suivant des ressources familiales. Ça, ce n'était pas une surprise. Et puis, il y a l'indice Kidscreen 10 qui a été utilisé pour regarder le comportement et la santé des enfants en âge scolaire. C'était une étude internationale. On a analysé aussi ceci en appliquant l'échelle de l'aisance familiale dans 15 pays. Et on peut voir que l'indice Kidscreen a bien capté ce genre de pente dans les 15 pays suivant l'échelle de l'aisance familiale. Un autre exemple ici, on utilise Kidscreen 10, encore une fois avec la version proxy pour les parents. Dans notre enquête de santé catalan, on a eu des enquêtes en 2006 et en 2012. Et ça nous a permis de bien analyser l'impact de la crise économique qu'on a vécue en Catalogne avant et après. Et on peut voir ici que l'indice utilise un score entre 0 et 100. Et dans la deuxième enquête qui a été faite en 2012, le score moyen était plus élevé comparé au score en 2006. Mais si on regarde les différences par rapport au niveau d'éducation familiale, les enfants qui avaient des parents qui étaient peu éduqués, en fait, n'ont pas connu beaucoup d'amélioration dans les inégalités sociales. Se sont apparus pendant la période couverte par l'étude. Donc, comment est-ce qu'on peut vraiment évaluer les interventions sociales d'une façon spécifique? Je vais citer quelques exemples. Tout d'abord, on a utilisé un instrument qui a été développé à Marseille, en France, il y a 10 ans. Et en Catalogne, on a reçu beaucoup de jeunes immigrés d'Ibéro-Amérique et aussi de l'Afrique. Et les gestionnaires et les pédiatres de Costa Brava, et qui fait partie de notre région, nous ont posé la question suivante. Ils nous ont demandé s'il y avait des inégalités au niveau de la santé perçue et s'ils avaient besoin de lancer des programmes spécifiques pour ces populations des jeunes immigrés. Et on peut voir l'indice des meilleurs scores pour les adolescents avec une distribution normale. Il y a 2 écoles qui ont participé à Lloret de Mar en Espagne, avec 1200 adolescents qui ont participé. Et comme on a pensé allait être le cas, les filles avaient les scores plus bas que les garçons et les jeunes avaient des meilleurs scores que les plus âgés. Et les Espagnols avaient des meilleurs scores comparés aux immigrés. Il n'y avait pas de différence par rapport au pays d'origine des immigrés. Après, on a fait une régression linéaire multiple. On a appliqué ce modèle et quand on a inclus les immigrés, le coefficient était négatif. Donc, en fait, ça a baissé l'indice pour la qualité de vie et c'était un score statistiquement significatif quand on a inclus en fait le statut social et l'âge et le sexe de l'enfant. Tous ces facteurs étaient significatifs d'une façon statistique et le coefficient immigré restait important aussi. Et quand on a inclus aussi le stress psychologique, l'intimidation, la discrimination, c'était tous des facteurs qui étaient statistiquement importants avec des scores négatifs plus élevés. Et les immigrés ont disparu du modèle, en fait. Donc, notre conclusion, c'était
qu'on a recommandé aux gestionnaires et aux pédiatres de lancer un programme pour essayer de faire face à ce problème de discrimination et d'intimidation vis-à-vis ces populations des jeunes immigrés pour essayer d'enlever ces inégalités sociales dans la qualité de vie des jeunes. Un autre exemple nous est venu de la Suède. Ça, c'est un article qui a été publié relativement récemment. Certains individus de Suède, certains collègues plutôt, voulaient savoir, lorsqu'ils recevaient de jeunes immigrants, la politique en Suède, c'est d'essayer de les répartir de façon homogène. Et ensuite, ce qu'ils ont voulu savoir, c'était si la qualité de vie liée à la santé à un niveau individuel était différent ou similaire lorsque les jeunes immigrants arrivaient à un endroit où les familles étaient d'origine immigrante. En fait, il y avait très peu de ces familles dans les écoles et la moitié de la population de l'école venait en fait de population immigrante. Et ça, c'est le pourcentage d'enfants où il y avait une perception d'intimidation selon le pourcentage des familles au niveau de l'école. Ici, on peut voir que tant pour les garçons que pour les filles, il y avait moins de 10% de la population scolaire étaient des familles d'immigrantes où on voyait que l'intimidation était plus élevée. Les autorités, par conséquent, devraient essayer de prévoir des politiques pour modifier ou mettre en œuvre des mesures afin de mettre fin à ce type de résultats, donc mettre fin à l'intimidation. Et le dernier exemple, ça a été d'utiliser en fait la qualité de vie liée à la santé par des moyens techniques. On a mis au point KidScreen, la version informatique de KidScreen. Dans ce cas-ci, on administre le KidScreen 37 par l'Internet à la maison. Et ensuite, ces résultats, comme par exemple ce graphique, est commenté et partagé. Et ensuite, si c'est plus haut que la moyenne, bon, si la dimension de l'école, par exemple, est plus faible que ceci, ça fait l'objet de commentaires. Et il y a un échange de propositions qui se fait par Internet. Et maintenant, on utilise ceci au sein d'un groupe d'enfants et on utilise un groupe d'intervention. Et après un an, on essaie de voir ce qui se passe. Les outils de mesure pour la qualité de vie liée à la santé s'est amélioré au cours de la dernière année et font l'objet d'intérêts dans les services sociaux, en neurobiologie, etc. Et avant de choisir un outil de mesure, il est important de savoir pourquoi vous l'utilisez et essayer de faire correspondre les différentes dimensions avec l'objectif même de l'étude. Bon, pour ce qui est du questionnaire auto-administré, c'est la meilleure façon de procéder. Et pour ce qui est des mesures apportées par des observateurs, ça dépendrait des situations. C'est important dans certaines situations. Je devrais vous expliquer aussi que pour ce qui est d'un bon outil de mesure pour la qualité de vie liée à la santé, ne cesse de s'améliorer. Les instruments ont des scores, des fourchettes de scores différents. Et je sais, par exemple, que la santé perçue, c'est plus compliqué. C'est un dilemme lorsqu'on regarde les études qualitatives par rapport aux études quantitatives. Peut-être qu'une méthode mixte serait à ce moment-là avisée pour résoudre ce type de problème. Et la qualité de vie liée à la santé, c'est un agrégat de différentes mesures prenant en compte les conditions familiales, les inégalités sociales et d'autres dimensions. Merci beaucoup de votre attention.